Je pense que les Russes sont dans un dilemme parce qu'ils doivent se demander pourquoi les États-Unis ou les Européens voudraient terminer la guerre. Je veux dire, nous ne combattons même pas avec nos propres hommes. Donc une bonne guerre pour l'OTAN serait une guerre de ligne de front gelée où les Ukrainiens et les Russes se tuent mutuellement pendant des années. Mon point est que le dilemme pour la Russie est de savoir comment inciter l'Occident à s'asseoir et à discuter. Eh bien, il commence à prendre de plus en plus de territoire. Mais plus vous prenez de territoire, plus tout processus diplomatique devient compliqué. Je veux dire, regardez maintenant, l'Occident, nous commençons enfin. Les politiciens et les médias commencent à parler de la possibilité de trouver la paix avec la Russie. Que suggérons-nous? D'accord, vous pouvez garder la Crimée et nous enverrons des casques bleus européens, des gens qui vous ont combattu, soit dit en passant, en envoyant des armes, pour patrouiller les frontières, et l'Ukraine ne sera pas autorisée à rejoindre l'OTAN avant encore 10 ans ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement absurde. This is just beyond absurd. But the question is one of where the system Mais la question est de savoir où le système nous mènera. Et ici, je dois saluer Rolf Mumbeck, qui est un grand penseur sur YouTube en fait, qui a souligné que partout où vous allez dans l'histoire du monde, il y a quelques moments où vous verrez certaines stratégies émerger encore et encore. Et celles-ci ne doivent pas nécessairement émerger parce que quelqu'un a la stratégie, mais simplement comme un résultat de ce qui se passe. L'exemple ici est la stratégie de diviser pour régner que nous avons vu les États-Unis utiliser, qui revient sans cesse pour s'assurer que la périphérie reste faible, tandis que le centre reste uni et parvient ensuite à dominer le reste. remains united and then gets to dominate the rest, right? And that is a necessary component. Et c'est un élément nécessaire d'un système hégémonique. Donc si nous avons un système hégémonique fonctionnel, nous verrons que ce genre de politique a été ou est en quelque sorte la façon dont le monde fonctionne. Maintenant, la question est de savoir si le système des BRICS est capable de surmonter cela. Les BRICS ne se battent pas contre un autre bloc. Les BRICS luttent contre ce principe de diviser pour régner, afin de briser la force coopérative potentielle que tous ces pays possèdent. À quel point pensez-vous que les chances sont bonnes pour que les BRICS surmontent ce principe sur lequel repose l'hégémonie? Eh bien, il y a beaucoup d'incitations économiques, politiques et militaires à avoir de la stabilité. Mais le problème est que si vous pouvez susciter suffisamment de tensions et de conflits, comme nous le voyons avec l'OTAN, les pays commencent à voir une alliance militaire comme une bonne source de sécurité. C'est aussi pourquoi les alliances militaires ont tendance à souffrir lorsque la paix éclate, car tout l'objectif derrière cette alliance, une structure très peu utile, disparaît. Mais la grande ironie pour les États-Unis ainsi que pour les Britanniques avant eux est que beaucoup de ces politiques en termes de diviser pour régner visaient à empêcher l'émergence d'un hégémon alternatif. C'est pourquoi les Britanniques et les Américains ont adopté ce qu'on peut appeler une position ou une stratégie de balancement offshore. C'est pourquoi vous voyez que les Britanniques et les Américains ont tendance à rejoindre les guerres un peu tard, par exemple lors des guerres mondiales. Après tout, les principaux acteurs se sont épuisés et ont été affaiblis. L'objectif principal est que le balancier offshore entre en guerre tardivement et impose simplement un règlement qui rétablit un équilibre des pouvoirs pour s'assurer qu'aucun camp n'est trop puissant par rapport aux autres. De cette manière, un hégémon ne peut pas émerger en Eurasie, ce qui pourrait venir menacer les Britanniques et les Américains plus tard. C'est pourquoi quand vous avez des gens comme, j'ai oublié son nom, oh, le président américain après la Seconde Guerre mondiale. Truman? Oui, Truman.
C'est pourquoi il a dit, vous savez, au début de la guerre, si les nazis gagnent, nous devrions aider les soviétiques. Si les soviétiques gagnent, nous devrions aider les nazis. De cette façon, vous savez, ils se tuent autant que possible. Et à la fin, vous savez, ils essayent de rétablir un autre équilibre où personne ne peut dominer. Eh bien, dans une Eurasie multipolaire, ce n'est pas comme au XIXe ou XXe siècle. L'alternative à une hégémonie britannique ou américaine n'est pas une hégémonie russe. En effet, vous devriez permettre je pense qu'il y a un équilibre naturel en Eurasie, qui est la principale préoccupation maintenant, évidemment, c'est la Chine. Mais si la Chine devient trop puissante et commence à imposer sa volonté et à dicter aux autres pays, que pensez-vous que les Indiens vont faire? Vont-ils essayer de devenir moins dépendants des chaînes d'approvisionnement chinoises et se tourner davantage vers l'Iran et la Russie? Vous savez, c'est du bon sens. Mais je pense que les États-Unis, dans leurs efforts pour restaurer leur domination, font exactement le contraire. Vous savez, les Européens coupent les relations avec la Russie. Donc ok, maintenant la Russie devient un peu plus dépendante de la Chine qu'elle ne l'aurait été autrement. Nous disons aux Indiens de réduire leurs liens avec l'Iran. Maintenant l'Iran deviendra un peu plus dépendant de la Chine qu'il ne l'aurait été autrement. Nous perturbons donc ce mouvement naturel vers un équilibre. Et donc non, je pense qu'une grande partie de cela va à l'encontre des intérêts nationaux. Mais encore une fois, lorsque l'hypothèse sous-jacente est que l'OTAN et les États-Unis doivent dominer pour avoir la paix, que la paix hégémonique est la seule paix que nous pouvons imaginer, nous avons tendance à balayer toutes ces considérations sous le tapis. Et en effet, bien sûr, il est insensé de s'en prendre à la fois à la Russie et à la Chine en même temps. Mais comme les Américains l'ont souligné, le but de la guerre en Ukraine est de mettre la Russie hors jeu, de l'affaiblir sévèrement pour qu'il puisse se concentrer sur la Chine. Il ne s'agit donc pas d'avoir un équilibre, c'est pour restaurer la domination et la primauté des États-Unis. Mais parlons maintenant un peu de la réalité dans laquelle nous vivons actuellement, car cette stratégie a échoué. La Russie n'est pas affaiblie. La Russie est en fait renforcée. Les liens avec la Chine sont plus forts que jamais. Les Européens sont gravement affaiblis. Presque toutes les grandes économies en Europe, y compris le Royaume-Uni, bien sûr, traversent une période très difficile. Les Allemands en premier lieu. Et aussi politiquement. Ils sont extrêmement faibles. Les dirigeants individuels sont assez faibles. Tous, y compris Macron en France, y compris Scholz en Allemagne, et le Royaume-Uni aussi. Ils sont fracturés en interne, en plus des problèmes économiques. Donc, ce type de secondaire, les satellites qui ont fait beaucoup de travail pour les États-Unis au cours des 30 dernières années, fonctionnent maintenant assez mal, tandis que les États-Unis eux-mêmes semblent traverser ce qui ressemble à une introspection et passent d'un extrême à l'autre, avec les visions des personnes qui sont aux commandes là-bas. Bien que je doive dire que les choix les plus récents pour le cabinet de M. Trump sont en fait assez indicatifs de la prédiction de M. Mearsheimer, selon laquelle le blob, au final, trouve toujours un moyen de diriger la politique étrangère des États-Unis. Donc, peut-être que le changement n'est pas si grand. Mais dans l'ensemble, le tumulte est maintenant plutôt à l'ouest, pas tellement en Eurasie, qui semble en fait se rassembler et aussi se renforcer intérieurement. Alors, où pensez-vous que cette dynamique mène la politique mondiale? Eh bien, je pense qu'une crise est en train de se profiler maintenant simplement, pour simplifier peut-être à l'excès, pour la simple raison qu'en Occident, nous ne poursuivons pas des politiques rationnelles. Maintenant, la rationalité dans le sens réaliste consiste à agir conformément aux incitations systémiques créées par la distribution internationale du pouvoir. Ainsi, par exemple, juste après la guerre froide,
on peut voir pourquoi certaines des politiques que nous avons poursuivies étaient rationnelles, c'est-à-dire qu'il y avait une énorme concentration de pouvoir aux États-Unis. Alors quel est l'intérêt? Les États-Unis ont exprimé l'intérêt d'établir un ordre mondial basé sur la domination. Quel est l'intérêt de l'Europe dans cette situation? Vous aimeriez avoir, au lieu de la domination des États-Unis, un système de domination collective. Ainsi, l'Occident se compose de deux piliers, les États-Unis et l'URL, avec une certaine égalité entre eux. Bien sûr, le prix qu'ils ont payé pour cela a été de maintenir l'Europe divisée, de raviver les lignes de division et d'avoir ces tensions avec la Russie. Mais encore, dans les années 90, au moins, il semblait que les Russes allaient devenir de plus en plus faibles, devenant insignifiants. C'est donc sur cela que nous avons misé. Mais maintenant, ce pari ne s'est pas déroulé comme nous l'avions pensé. Nous voyons maintenant une distribution multipolaire du pouvoir. Que fait l'acteur rationnel dans cette situation? Eh bien, vous voyez cela dans le monde entier. Tous les États rationnels cherchent des opportunités en diversifiant leurs connexions. Ils évitent une dépendance excessive aux États-Unis en commerçant également avec d'autres. Je pense que les Européens sont encore enfermés dans l'idée que, non, la seule façon de nous apaiser est de nous engager uniquement envers les États-Unis. Ce qui est bien sûr alimenté par l'idéologie, cette hypothèse de cette paix démocratique libérale qui nous permettrait de surmonter l'histoire. Mais je pense que c'était hier, ou von der Leyen, ou l'un des dirigeants de l'UE, qui suggérait, vous savez, que nous devrions augmenter nos achats de GNL aux États-Unis. Ainsi, ils percevront plus de valeur dans notre partenariat avec l'Europe pour voir que nous sommes un bon allié. Donc maintenant, nous allons acheter de l'énergie plus chère aux Américains. Nous allons voir nos propres économies devenir moins compétitives. Nos industries seront moins compétitives. Plus d'entre elles iront aux États-Unis, attirées par les subventions, et nous pouvons devenir de plus en plus faibles. Et quel est l'intérêt en Europe maintenant? Encore une fois, cela va à l'encontre du bon sens. Mais nous faisons la même chose dans ce pays. Eh bien, pas seulement dans ce pays, mais en Scandinavie en général. Nous voyons que l'Amérique a moins de ressources et va se tourner vers l'Asie. Alors que faisons-nous? Commençons-nous à diversifier, à nous adapter à la... Encore une fois, c'est ce que ferait un État rationnel. Vous vous adaptez à la nouvelle répartition internationale du pouvoir en vous connectant avec d'autres grandes puissances. Vous ne misez pas tout sur les États-Unis, qui deviennent plus faibles et se dirigent de l'autre côté de la planète. Non, nous ouvrons des bases militaires pour les Américains à travers le pays et dans toute la Scandinavie, dans l'espoir qu'ils comprendront que nous sommes de bons alliés. Nous sommes loyaux, nous sommes obéissants. Vous savez, ils resteront ici et prendront soin de nous. Et c'est oui une subordination complète, et nous échouons à poursuivre notre intérêt national. Nous devenons plus faibles et déconnectés du reste du monde. C'est vraiment absurde. Mais c'est pourquoi je dis que l'Europe est très irrationnelle maintenant. Bien sûr, il va y avoir des bouleversements. Les gouvernements qui ne répondent pas à l'intérêt national, eh bien, que va-t-il se passer? Bien sûr, ils peuvent être balayés. Pendant un certain temps, nous résistons. Vous savez, Macron s'accroche après que l'élection ne se soit pas déroulée comme il le souhaitait. En Allemagne, nous voyons que les choses s'effondrent de manière prévisible. Vous allez voir cela à travers l'Europe. Ces dirigeants qui ont basé une politique sur la subordination complète aux États-Unis deviennent de moins en moins pertinents dans le monde, moins sûrs, moins prospères. Bien sûr, ils ne vont pas rester au pouvoir. Tout ce qu'ils ont, ce sont des slogans idéologiques selon lesquels nous combattons le bien contre le mal. Cela devient obscène. Mais à un certain moment,
vraiment la seule chance d'échapper à cette dynamique, qui est en grande partie une dynamique dirigée par les élites. C'est parce que beaucoup de ces élites dépendent non seulement de la relation avec les États-Unis, mais la meilleure chance qu'elles voient pour s'élever encore plus est à travers ces institutions internationales, supranationales, y compris l'ULEP et l'OTAN, bien sûr. Ces deux institutions sont un moyen pour les politiciens de petits pays tertiaires, comme l'Estonie ou la Bulgarie, d'accéder réellement aux plus hautes fonctions. En effet, le dernier secrétaire général de l'OTAN était un Norvégien, et même en tant que Premier ministre de Norvège, il n'aurait pas pu obtenir autant d'attention sur la scène mondiale qu'il l'a fait au sein de l'OTAN. D'un autre côté, le seul remède à cela, pour moi, semble vraiment être un changement de cœur dans la population générale. Et nous voyons comment ces forces d'opposition, les véritables forces d'opposition, se développent en Allemagne, avec les partis AfD et BSDE, en France aussi avec le Front National, et dans une certaine mesure également la gauche avec Mélenchon, qui ne voulait pas vraiment suivre. Et nous le voyons déjà en Italie. Nous pensions que Meloni était l'une d'elles, mais ensuite, elle a changé. Mais elle n'est apparemment pas complètement convertie. Donc, l'Europe est dans un état intermédiaire, et plus cette pression continue, plus la contre-pression d'en bas va monter. Mais nous voyons comment l'Occident essaie de présenter cela comme des mouvements autoritaires dangereux venant de la base. Mais l'oxygène là-haut va devenir de moins en moins, n'est-ce pas? The oxygen up there is going to get less and less, isn't it? Yeah, I think so, but it's also it's their own fault. Oui, je pense que oui. Mais c'est aussi de leur faute. Ils ont laissé un vide, ils n'ont pas répondu aux intérêts nationaux de base, donc cela laisse un vide. Ensuite, il se remplit de nouvelles alternatives politiques qui n'ont pas nécessairement été testées. Donc vous savez, si vous avez l'AfD en Allemagne, je ne suis pas sûr de la façon dont ils vont gouverner. Mais bien sûr, au moins ils parlent de bon sens. Négocions avec la plus grande puissance nucléaire du monde, au lieu d'essayer de la vaincre. Mais cela a quelques comparaisons avec les médias, car si vous regardez les médias en Allemagne, à travers l'Europe, personne ne pouvait comprendre pourquoi des Américains voteraient pour Trump parce que vous ne pouvez pas ouvrir un seul journal européen pour expliquer la position de Trump. Tout doit être une condamnation. Même si les journalistes comprenaient sa position et pourquoi les gens voteraient pour lui, ils ne pouvaient pas l'exprimer. Parce qu'une fois que vous l'articulez, vous pouvez être accusé de, vous savez, légitimer ou soutenir ou normaliser, peu importe ce que ce serait. Donc, nous sommes coincés dans le récit. Vous savez, c'est un homme très mauvais et cela nous empêche de pousser, de rapporter des faits de base. Et bien sûr, c'est la même chose en Ukraine, où nous devons faire semblant que l'expansion de l'OTAN n'est pas la source de cette guerre. Nous devons faire semblant avec Nord Stream, l'accord de Minsk, l'accord d'Istanbul. Vous savez, l'Ukraine gagne, toutes ces absurdités qui sont juste fausses. Et donc une fois que vous ne rapportez pas les nouvelles ou la réalité, tout comme les politiciens ne répondent pas aux intérêts nationaux, un vide émergera. Et c'est là que ces médias alternatifs interviennent, parce qu'ils disent des faits de base que les médias ne sont pas autorisés à dire. Je veux dire, n'est-il pas étrange qu'il ne soit pas possible d'expliquer pourquoi les Américains ont voté pour le président? Ils l'ont fait. Il a même remporté le vote populaire. Mais c'est un bon indicateur que vous avez été soumis à de la propagande. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer la position de l'autre camp, et même si vous en êtes capable, vous craindriez les conséquences sociales de simplement expliquer la position de l'autre camp. Alors vous avez un problème plus profond dans la société. Et nous faisons la même chose avec les Russes. Maintenant, en ce qui concerne l'UP Made a Will, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un problème que nous avons également vu à la fin du 19e siècle, après la période de mondialisation. Vous avez vu les élites politiques sembler avoir plus de loyauté envers le capital et le pouvoir internationaux plutôt qu'à l'État-nation. Maintenant, bien sûr,
Nous avons toutes ces organisations internationales. Now, of course, we have all these international organizations, and look at Rutte now. Et regardez Rutte maintenant, le Premier ministre néerlandais. À la fin de son rôle de Premier ministre, il s'est assuré d'être particulièrement belliciste envers la Russie, de bombarder le Yémen, de s'excuser pour tout ce qu'Israël a fait. Pourquoi? Eh bien, le journal néerlandais est très clair sur la raison. Il voulait obtenir, c'était en fait l'entretien d'embauche pour obtenir le poste à l'OTAN. Donc, vous subordonnez l'intérêt national afin d'avoir cette aspiration à jouer un rôle dans ces organisations internationales. Je pense que c'est aussi, dans une large mesure, pourquoi l'UMED, qui était censé, encore une fois, équilibrer les États-Unis, pour avoir un Occident composé de deux piliers, a été complètement capturé par Washington. Je veux dire, c'est absurde. Si vous voyez les Allemands aller en Chine, vous savez, cherchons un moyen de coopérer, gagnons la guerre économique et les tarifs. Et puis viennent leurs homologues allemands de l'UE, comme les von der Leyen et les autres. Ils disent non, 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 nous allons vous sanctionner, nous allons imposer des tarifs, nous allons, vous savez, réduire les risques, découpler, nous allons, vous savez, tous ces mots. Donc c'est fou. Et oui, rien n'est rationnel, juste oui, le dernier point je suppose sur la guerre aussi. Comment tout cela a-t-il un sens? Si vous êtes en Europe, vous avez une grande guerre sur votre continent. Le continent est en train d'être consumé par la guerre. Votre économie est en train de s'effondrer. Évidemment, les lignes de division militarisées en Europe vont rendre les Européens beaucoup plus dépendants des États-Unis, les Russes dépendants de la Chine. Ce n'est pas dans l'intérêt du continent. Alors, pourquoi est-ce que maintenant les Américains parlent de mettre fin à la guerre et les Européens paniquent, disant non, nous ne pouvons pas permettre cela? Eh bien, nous savons que si la guerre se termine dans des conditions très défavorables pour nous, les Américains chercheront à faire la paix avec les Russes et l'OTAN va s'être un peu discrédité. Les États-Unis se concentreraient alors probablement sur l'Asie à la place. Donc, ce n'est vraiment pas dans notre intérêt. Nous ne pouvons pas accepter un résultat défavorable. Alors maintenant, vous avez cette position où nous poussons pour la guerre, ce qui écrase nos économies et nous amène peut-être au bord de la guerre nucléaire. Et si vous parlez contre la guerre, vous êtes diabolisé. Rien n'est plus rationnel. C'est mon point principal. Nothing is rational anymore. This is my main point. Non, ce n'est pas rationnel. C'est en fait un monde renversé et inversé, ce qui le rend vraiment difficile pour nous. Si vous dites, par exemple, non, nous devrions avoir une paix en Ukraine qui soit réalisable, quelque chose qui puisse simplement faire taire les armes, alors vous êtes accusé de récompenser l'agresseur et de vouloir être bienveillant envers les parties belligérantes. Exactement. Et la véritable solution est de simplement continuer à faire la même chose qui a déjà tué tant de personnes et de redoubler, tripler et quadrupler d'efforts dans l'espoir que soudainement cela va fonctionner parce que quelqu'un l'a dit. Et cela me rappelle beaucoup en ce moment la discussion européenne, comme « Oh, continuons à soutenir l'Ukraine, empêchons l'effondrement parce que nous le pouvons, ce n'est pas difficile. » Ce sont les Durchhalteparoles en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, le genre de « continuons à nous battre, nous allons l'emporter ». Vous savez, l'illusion de Hitler que tout ce que vous avez à faire est de gagner une ou deux batailles stratégiques. Et ensuite, vous pouvez repousser les Soviétiques et repousser les Américains. Et vous n'abandonnez jamais, et vous n'arrêtez jamais la propagande, n'est-ce pas? Et aussi l'autopropagande. Et c'est là que cette déconnexion avec la réalité, au final, va vous faire tomber horriblement. Donc pour moi, la question est de savoir si les Européens peuvent arrêter ce cycle d'auto-illusion avant que quelque chose d'encore pire ne se produise. Parce que nous avons la CDU, un prétendant à la prochaine chancellerie, M. Merz, qui dit genre oui,
Nous utilisons juste nos missiles Taurus pour menacer la Russie et les tirer en Russie. Et cela les brisera, n'est-ce pas? Ce genre de stupidité qu'il dit. Ce qui je veux dire, d'accord, il veut le poste, mais je ne suis pas sûr qu'il le ferait. Mais c'est le genre de rhétorique qui est acceptable en Allemagne maintenant. Je pense que c'est aussi un danger, cette supposition que c'est la position morale supérieure. Que si vous vous opposez à la guerre, alors vous cédez effectivement à Poutine. Mais tout cela repose sur l'idée, bien sûr, que c'était non provoqué. Et je pense que c'est pourquoi il est aussi douloureux d'accepter la défaite. Parce que gardez à l'esprit que moi au moins je mettais en garde, vous savez, ne renversons pas le gouvernement ukrainien. Je mettais en garde contre cela fin 2013. Ça va se terminer en désastre. Vous savez, ça va être la guerre. Non, non, c'est anti-ukrainien. Nous allons les aider vers la liberté, même si les Ukrainiens ne voulaient pas, ne soutenaient pas cela. Et aussi l'accord de Minsk. Je me souviens que pendant des années, je disais que nous devrions mettre en œuvre l'accord de Minsk. Non, non, non. Eh bien, c'est injuste. Les réalités ont changé maintenant. L'Ukraine devrait, ce n'est pas à la Russie de dicter toutes ces idées. Pourquoi devrions-nous les ignorer? Mais encore une fois, rien de tout cela n'est, et tout cela est venu avec cette présomption de vertu morale. Mais si la conséquence est que l'Ukraine sera détruite, pourquoi est-ce moral? Et je pense que c'est ce qui nous amène à la guerre maintenant, parce qu'au début de 2022, quand non seulement les États-Unis et la Grande-Bretagne ont saboté l'accord de paix, mais qu'a dit l'Occident dans toute l'Europe? Eh bien, vous savez, nous n'avons pas besoin de diplomatie avec les Russes. Donc nous allons avoir de la diplomatie plus tard. Mais d'abord, nous devons renforcer la position des Ukrainiens à la table des négociations. Et vous savez, ça fait presque 3 ans maintenant, et il n'y a pas de table de négociation. Et si nous devons maintenant conclure un accord de paix, peu importe ce qu'est la paix, ce sera bien pire qu'Istanbul. À Istanbul, les Russes étaient prêts à se retirer complètement là où ils étaient, avant d'intervenir militairement. Tout ce qu'ils voulaient, comme nous l'avons appris de tout le monde, c'était que l'Ukraine restaure sa neutralité pour ne pas avoir l'OTAN là-bas. Nous avons dit, c'est immoral. Nous ne pouvons pas accepter ces conditions. Et à la place, nous choisissons de nous opposer à la Russie. Maintenant, nous avons des centaines de milliers de jeunes hommes morts. Vous avez une énorme quantité de territoires perdus. Les Russes ont annexé 4 oblasts en Ukraine. Ils ne vont pas revenir. Vous avez une nation épuisée, détruite. Ce qui s'est passé là-bas est tout simplement au-delà de l'horrible. Et donc maintenant, ils vont devoir regarder, retourner vers les électeurs en Europe et dire « Oh oui, eh bien, vous savez, au moins nous avons bien combattu. » Donc c'est quelque chose que je vois aussi maintenant. Les Ukrainiens devraient être fiers d'eux-mêmes. Ils ont bien combattu, mais maintenant nous devons peut-être faire la paix. Cela va être un récit terrible. C'est pourquoi ils refusent de l'adopter, n'est-ce pas? Encore une fois, ce n'est pas seulement une défaite pour l'Ukraine et les États-Unis. C'est une défaite pour l'Europe. C'est une défaite du récit. Et c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Je veux dire, vous n'acceptez la défaite du récit que lorsque vous êtes complètement battu, n'est-ce pas? Quand vous ressemblez à l'Allemagne en 1945, avec un bunker du Führer bombardé, ou comme si vous aviez une Hiroshima et une Nagasaki sur votre territoire, c'est le moment où vous pouvez convaincre vos propagandistes et vos militaristes qu'ils doivent abandonner. Je veux dire, au Japon, c'était difficile. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur, même pour l'empereur, de convaincre l'armée d'arrêter de se battre. Abandonner est extrêmement difficile, parce que ce n'est pas seulement abandonner le combat militaire, c'est abandonner toute la rhétorique
et ensuite vous êtes obligé de la changer. Mais ce n'est pas le genre de défaite que la Russie peut réellement imposer, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis tellement inquiet. Il est facile de maintenir la division en Europe en ébullition. Et c'est là que je pense que votre question, pour revenir à Valdai, était si importante pour demander aussi si la Russie voit encore une voie à suivre. Mais les Russes, eux, le voient. Du moins, Vladimir Poutine voit au moins une possibilité d'un avenir eurasien avec l'Europe. Oui, absolument. Mais permettez-moi d'abord de dire que si les Japonais ne s'étaient pas rendus, le problème est qu'ils auraient été détruits au-delà de toute capacité de récupération. Et regardez-les aujourd'hui. Ils se sont bien rétablis. Ils étaient bien sûr mieux il y a 20 ans, mais quelle récupération incroyable. Et c'est pareil pour les Allemands d'ailleurs. Ils ont très bien réussi. Maintenant, mais l'Ukraine, je doute qu'elle puisse se rétablir. Elle a perdu tant d'hommes, tant de gens ont quitté le pays. Dès que la guerre sera terminée, beaucoup de ces groupes vont se retourner les uns contre les autres. Les militaires, la classe politique, le public ne sont pas satisfaits de tout cela. Beaucoup de gens, vous savez, quand ils ouvrent les frontières, plus de gens pourraient en fait partir que revenir. Donc c'est une crise démographique. C'est juste une situation horrible à vivre. Mais je suis d'accord que ma principale préoccupation à Valdai, parce que je me souviens qu'en 2022, après que les Russes aient envahi, quand j'étais là en octobre, il y avait quelques inquiétudes. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient tombés dans un piège qu'ils pensaient tendre à l'armée, vous vous souvenez, et les Ukrainiens accepteraient de restaurer leur neutralité. La Russie se retirerait, il n'y aurait plus d'OTAN, ils pourraient vivre en paix, tout irait bien. Et puis, lorsqu'ils ont découvert que les Américains, comme cela a également été découvert, saboteraient plutôt la paix et opteraient pour une longue guerre avec l'objectif de vaincre la Russie et de provoquer un changement de régime à Moscou, ils ont réalisé que c'était une guerre très différente. Donc, quand je suis revenu à Valdai en 2023, à ce moment-là, les Russes avaient constitué une énorme armée et étaient très préparés pour une guerre d'usure, avec les Russes qui éradaient l'armée ukrainienne. En effet, c'était après l'offensive d'été également qui avait été vaincue. Vous les voyez donc très confiants. Maintenant, je suis revenu cette année, la semaine dernière, et je suppose que ma préoccupation était qu'il pourrait y avoir presque trop de confiance, parce que tout le monde a réalisé que la guerre est terminée. Les seuls à prétendre que l'Ukraine peut encore gagner sont les journalistes qui travaillent très dur pour maintenir la guerre. Mais la guerre est finie. Pour moi, une question soulevée également à Valdai était que si vous avez gagné la guerre, vous devriez envisager comment gagner la paix. Parce que s'il y a un excès, l'Ukraine cesse d'être un pays fonctionnel. Les relations avec les Européens deviennent extrêmement tendues. Et nous n'avons pas de règlement politique. Alors ce ne sera pas bon pour l'Ukraine, ce ne sera pas bon pour la Russie, ce ne sera pas bon pour le continent. Alors, quand vous êtes sur le point de la victoire et que vous avez la capacité de tout gagner, vous devriez toujours envisager la possibilité que viser l'excès ne soit pas un scénario idéal. C'est difficile de penser à la fin de la guerre, mais vous voulez prendre en compte les préoccupations de sécurité de l'autre côté. Après la guerre, vous voulez que l'Ukraine soit dans une position où elle peut se sentir en sécurité, où les Européens ne s'inquiètent pas. Peu importe à quel point il est improbable que les chars russes roulent et prennent la Pologne, ou quoi que ce soit dont les gens parlent. Donc vous voulez avoir une sorte de règlement, et je suppose que c'est mon point. Je pense que les Russes gardent la porte ouverte. Ils disent, écoutez, nous n'avons jamais fermé la diplomatie.
C'est ce que disent les Européens d'ailleurs. Ce sont les Européens et les Américains qui ont mis fin à la diplomatie. Ils ne voulaient pas s'asseoir avec les Russes. Les Russes n'ont jamais dit qu'ils étaient contre la diplomatie. Donc ils disent que notre porte est toujours ouverte. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si nous ne franchissons pas cette porte, si nous ne convenons pas de nous asseoir maintenant et de trouver une solution diplomatique, les Russes vont considérer cela comme une menace d'expansion de l'OTAN après la guerre. Les Russes s'assureront simplement d'être complètement sécurisés par une victoire militaire totale. À mon avis, ce serait exagéré s'ils prennent, vous savez, tout de Kharkov à Odessa et transforment le reste de l'Ukraine en cet État tronqué, dysfonctionnel. Cela va être une situation horrible en Ukraine. Cela va maintenir cette instabilité à la frontière de la Russie. Les Américains, bien sûr, voudront continuer à les utiliser un peu pour la guérilla contre les Russes, pour continuer à les affaiblir pendant encore quelques années. Donc ce ne sera bon pour personne, surtout pas pour les Ukrainiens. Il est donc dans l'intérêt de la Russie de négocier. Je souligne toujours, peut-on faire confiance aux Russes? Je souligne toujours qu'on peut leur faire confiance pour agir dans leur propre intérêt. Et je pense qu'il est dans leur intérêt de trouver une solution diplomatique à cela, de trouver un accord selon lequel, d'accord, il n'y a pas d'OTAN. Cela doit être la base. Et voici les nouvelles frontières, car les concessions territoriales ne peuvent être évitées. Si nous pouvons conclure cet accord, que tout le monde signe, vous savez, it's a nupviater both paved road and neat. En cas d'échec, je vois la destruction complète de l'Ukraine, beaucoup plus de morts, surtout vers la fin de la guerre, moment où les décès augmentent généralement. Et ce sera une paix basée sur la victoire totale de la Russie, qui ne prendra pas nécessairement beaucoup en considération les Ukrainiens. En effet, leur paix dépendra d'une Ukraine étant un État dysfonctionnel, complètement vaincu. C'est donc un résultat horrible. C'est pourquoi j'ai dit très clairement à Valdai, vous savez, vous devriez vous assurer de gagner la paix ici. Et ce n'est pas nécessairement la même chose qu'avoir une victoire totale sur le champ de bataille. Mais les homologues russes me défieraient en disant, vous savez, notre porte est ouverte. Nous sommes prêts à parler. C'est l'Occident qui ne veut pas nous parler. Alors, que pouvons-nous faire? Et ils n'ont pas tort. C'est un grand danger, en fait, pour la Russie, et un danger qui ne doit pas être sous-estimé. Une grande défaite peut survenir après une grande victoire, ou après que vous croyez avoir eu des victoires. Et cela, vous savez, je ne serais pas surpris si nous avions des stratèges aux États-Unis et au sein de l'OTAN qui réfléchiraient exactement à cela. Comment transformer cette victoire en pilule empoisonnée pour faire exploser la Russie dans quelques années? Ce serait exactement l'état d'esprit de l'OTAN. That would be exactly the NATO mindset. Mais c'est aussi quelque chose de répétitif dans l'histoire russe. Gardez à l'esprit que les Russes ont vaincu Napoléon. Ils ont sauvé le continent de Napoléon. Victoire totale. Cela aurait été un bon résultat. Mais que s'est-il passé? En écrasant les Français, cela a mis fin à toute la rivalité entre les Britanniques et les Français. Et par la suite, après la défaite de Napoléon, ils sont devenus plus alignés, étant donné qu'ils ne rivalisaient plus pour la domination. Et puis les Français et les Britanniques ensemble sont allés combattre les Russes en Crimée, lors de la guerre de Crimée. Vous aviez aussi la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, une défaite écrasante des Allemands. Et vous savez, avant cela, il y avait une certaine rivalité pour la domination des mers entre les Britanniques et ensuite les Américains. Cela a quelque peu épuisé les Britanniques. Maintenant, ils se subordonnent davantage aux Américains et coopèrent contre les Soviétiques. En effet, l'Allemagne et toute l'Europe de l'Ouest, lorsque l'Union soviétique était si déséquilibrée en termes de
Il n'y avait plus d'équilibre des pouvoirs en Europe. Ils étaient si grands après avoir gagné la Seconde Guerre mondiale. Cela a incité les Américains à constituer un bloc militaire sur le continent européen, à faire en sorte que tous les Européens s'allient contre les Soviétiques. Je veux dire, oui, vous ne voulez presque pas aller jusqu'à l'excès, No, so in a sense, Russia needs to find a way. Russia needs to find Non. a way to, Donc en un sens, la Russie doit trouver un moyen de gérer l'Ukraine, de manière à empêcher celle-ci de redevenir un moyen d'affaiblir la Russie, n'est-ce pas? a way to weaken, Je veux dire, right? I mean, le meilleur scénario serait que la Russie trouve un moyen de faire de l'Ukraine le Japon de l'Europe de l'Est. Car la manière dont les États-Unis ont transformé le Japon d'un ennemi redoutable en un allié amical est l'une des plus grandes réussites de toute puissance ayant remporté une guerre. Et c'est un défi complètement différent de celui de remporter une victoire sur le champ de bataille. Yeah, indeed. Well, with Japan, there was also Oui, en effet. Eh bien, avec le Japon et l'Allemagne d'ailleurs, dès que vous avez un autre ennemi, c'est un bon moyen de maintenir la dépendance. Car cette alliance, bien sûr, repose beaucoup sur une énorme dépendance envers les États-Unis. Mais je ne suis pas sûr de ce que... Je pense que les Russes sont dans un dilemme, parce que ils doivent se demander pourquoi les États-Unis ou les Européens voudraient terminer la guerre. Je veux dire, nous ne combattons même pas avec nos propres hommes. Donc, une bonne guerre pour l'OTAN serait une guerre de ligne de front gelée, où les Ukrainiens et les Russes s'entretueraient pendant des années. Cela permettrait, vous savez, de drainer lentement les Russes, en espérant un effondrement de l'économie et un changement de régime futur. Ce serait une bonne guerre pour l'OTAN. Le problème, c'est qu'une fois que les territoires commencent à changer de main, comme c'est généralement le cas lorsqu'un camp est épuisé, ce n'est plus une si bonne guerre pour l'OTAN. Parce que vous voyez, une fois que l'Ukraine commence à perdre une grande quantité de territoire, ce n'est pas une bonne guerre. Parce que nous aimerions, vous savez, que les territoires ne changent pas, du moins pas en faveur de la Russie. Donc, mon point est que le dilemme pour la Russie est de savoir comment inciter l'Occident à s'asseoir et à discuter. Eh bien, vous commencez à prendre de plus en plus de territoire. Mais plus vous prenez de territoire, plus tout processus diplomatique devient compliqué. Je veux dire, regardez maintenant l'Occident. Nous commençons enfin à voir des politiciens et des médias commencer à parler de la possibilité de trouver la paix avec la Russie. Que suggérons-nous? D'accord, vous pouvez garder la Crimée et nous enverrons des casques bleus européens. Les gens vous ont combattu d'ailleurs en envoyant des armes pour patrouiller les frontières. Et l'Ukraine ne sera pas autorisée à rejoindre l'OTAN avant encore 10 ans ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement absurde. On ne peut pas revenir en arrière. Donc nous n'avons pas fait notre paix avec l'idée que ces territoires ont été perdus. Il n'y a aucun moyen que la Russie rende ces territoires. Nous pouvons dire que c'est immoral autant que nous voulons, mais c'est juste la réalité. Ils ne vont pas revenir. Donc je pense que c'est le dilemme. Vous voulez que l'Occident parle, vous devez prendre plus de territoire. Mais plus vous prenez de territoire, plus tout règlement pacifique devient peu attrayant, plus difficile à accepter. Cela pourrait être le moment où la négociation doit réellement prendre en compte les intérêts de toutes les parties pour arriver à une conclusion, n'est-ce pas? Et je comprends le point de vue selon lequel la Russie ne renoncera pas à ses territoires. Je comprends cela. Pourtant, cela pourrait être leur plus grand atout pour réellement parvenir à un accord, non pas basé sur quelque chose comme Minsk, mais sur quelque chose de vérifiable, plus comme les traités avec les États-Unis, avec des accords vérifiables et des protocoles sur les missiles, n'est-ce pas? Quelque chose de vérifiable,
non pas basé sur la confiance, mais sur un véritable système de gouvernance. Ce que je pensais que les Russes pourraient être disposés à négocier, ce n'est pas de rendre les territoires, mais peut-être de modifier certaines des frontières administratives. Gardez à l'esprit que les 4 territoires annexés ne sont pas tous sous leur contrôle. À Kherson et Zaporizhia, une grande partie du territoire se trouve du côté ouest du fleuve Dniepr, qui n'est pas sous contrôle russe pour le moment, ou ne le sera pas dans les semaines à venir. Il est donc possible que, bien sûr, ils posent maintenant des conditions très absolues, mais dans toute négociation, il est possible qu'ils acceptent de modifier certaines des frontières administratives afin que les Ukrainiens se sentent plus en sécurité en ayant le fleuve Dniepr comme ligne de défense. Parce que les Ukrainiens ont besoin de quelque chose. Et c'est le principal problème, que la Russie ne peut pas vivre avec l'OTAN en Ukraine. L'Ukraine ne peut pas vivre avec l'OTAN. Elle ne peut pas vivre avec une OTAN de facto, où nous intégrons l'Ukraine dans l'OTAN, en tout sauf en nom, comme nous l'avons fait avant 2022. Ils veulent achever le découplage de l'Occident. C'est pourquoi ils ne voudront pas non plus de casque bleu de l'OTAN en Ukraine. Ils veulent que l'Occident sorte de l'Ukraine parce qu'ils voient la guerre en Ukraine comme l'Occident utilisant l'Ukraine comme un outil, comme un poignard contre les Russes, ce qui est assez raisonnable. Mais le problème est alors que l'Ukraine a été détruite. Elle est épuisée. Donc leur préoccupation raisonnable est que la Russie lui laisse simplement quelques années et qu'une Ukraine sévèrement affaiblie, se tenant toute seule, pourrait être complètement consommée, ou du moins que les Russes pourraient en prendre un autre morceau. Ils ont donc des préoccupations sécuritaires raisonnables. Et peut-être que certaines barrières naturelles sont exactement ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi l'excès en termes de victoire, si la Russie traverse le fleuve Dniepr pour aller vers Odessa, pourrait rendre très difficile pour l'Ukraine d'avoir un quelconque sentiment de sécurité à l'avenir. Dans mon livre, je cite l'ancien chef du MI6 parce qu'il a fait cet argument, j'ai oublié son nom, mais il a soutenu que Poutine est un homme religieux qui prie probablement Dieu chaque nuit, se demandant pourquoi il n'y a pas de montagnes ou de rivières dans cette région. En raison du paysage plat, c'est de là que sont venues toutes les invasions, les Polonais, les Français, les Allemands. Donc vous voulez des lignes de fortification naturelles ou des barrières. Il n'y a rien dans cette partie du monde, donc je pense que le fleuve Dniepr est aussi bien que possible. Il reste beaucoup à discuter, mais la question de comment gagner la paix est énorme et importante. Et Glenn, je mettrai des liens vers tous vos profils, en particulier vers votre chaîne YouTube. Nous en reparlerons. Glenn Diesen, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.